Bonjour à toutes et à toutes. Merci à toi, Jean-Michel, de ton invitation. C'est un grand honneur pour moi et puis un véritable plaisir de venir aujourd'hui, et en tout cas cette matinée, avec vous. Et en effet, Jean-Michel m'a demandé de vous faire une présentation un petit peu sur l'actualité en termes de chimiothérapie et de thérapie ciblée dans le cadre du cancer du sein, donc chez les patientes atteintes de cancer du sein. Et vous allez voir que finalement, bon, je vais peu parler de chimiothérapie, mais je vais beaucoup plus parler d'actualité en matière en particulier de thérapie ciblée. La chimiothérapie, vous la connaissez dans ses grands principes depuis maintenant plus de 60 ou 50 ans, puisque cette chimiothérapie a été développée donc, pour détruire les cellules cancéreuses et au cœur de ces cellules, toute une activation qui fait qu'à un moment donné, ces cellules vont se diviser et qu'il fallait finalement toucher le cœur de ces cellules, c'est-à-dire l'ADN, et c'est le principe même de la chimiothérapie. Et pour reprendre une des dernières diapositives et pour faire court, vous verrez que ainsi, vous voyez, je ne vais pas trop m'étendre sur la chimiothérapie, j'ai repris donc une diapositive d'une de mes amies qui est Anne-Claire Hardy-Bessard, qu'on avait présentée cette année à Saint-Paul. Et finalement, aujourd'hui, on en reste aux grandes lignes de traitement et aux agents cytotoxiques que vous connaissez, les anthracyclines, les taxanes, peut-être un petit peu plus de capacitabine. Mais vous voyez que finalement, en termes de chimiothérapie, peut-être l'éribuline, qui est arrivé il n'y a pas longtemps, bref, on en reste au même traitement. Je crois que le plus important, finalement, c'est de rentrer dans le vif du sujet et de vous dire que depuis maintenant presque 20 ans, puisque la première thérapie ciblée qui a été développée dans la leucémie myéloïde chronique date de 1998, là où on s'intéresse le plus, c'est finalement aux différentes voies de signalisation, aux différentes cibles, aux différentes protéines qui vont intervenir dans la prolifération cellulaire et qui ont fait le lit depuis plus de 20 ans du développement des thérapies ciblées et en particulier dans le cadre donc, du cancer du sein, puisqu'aujourd'hui nous connaissons beaucoup mieux ce qui régule ou dérégule la cellule ainsi que son environnement. Et Jean-Michel l'a évoqué, toute l'instabilité génomique et les mutations sont de plus en plus connues dans le monde général de l'oncologie et en particulier donc dans le monde de l'oncologie et du cancer du sein. Alors à la fin des années 90, au début des années 2000, voilà ce qu'on nous présentait comme voie de signalisation. Et c'est un petit peu comme quand je suis arrivé à Paris, moi qui suis niçois, et que j'ai découvert le métro pour la première fois dans ma vie, ou encore le métro londonien, et je me suis dit jamais je n'y arriverai. Et bien finalement, in fine, ça se résume à des récepteurs, et en particulier ceux de la famille des récepteurs HER, et à deux grandes voies de signalisation qui sont impliquées dans la prolifération cellulaire. Et aujourd'hui, environ 14% des patientes ayant un cancer du sein surexpriment donc HER2. Alors il fallait trouver un moyen de pouvoir bloquer ce récepteur, et ce moyen, c'est un anticorps qu'on appelle le trastuzumab, un anticorps monoclonal donc anti-HER2, que vous connaissez tous sous le nom commercial d'Herceptine. Et juste pour rappeler que cet anticorps a été pratiquement découvert au même moment que le récepteur HER2. Il s'appelait à l'époque le P185 HER monoclonal antibody. Et sur des xénogreffes, donc sur des modèles précliniques animaux, nous découvrons donc qu'on peut bloquer ce récepteur et entraîner ainsi donc une destruction justement de la prolifération cellulaire. Et il a fallu plusieurs années, jusqu'à la fin des années 90, pour véritablement avoir, en 97 exactement, les premières études en situation métastatique, et puis surtout en 2005, la révolution arrive avec l'utilisation de ce récepteur donc en situation adjuvante et qui va nous sauver une patiente donc sur 4. Alors je ne vais pas vous reprendre bien sûr toute l'historique. On a fêté l'année dernière les 30 ans du développement donc du trastuzumab, mais en revanche, je vais m'arrêter sur deux points d'actualité. Le premier, donc, en effet, le trastuzumab, donc anticorps monoclonal HER2, validé donc chez les patients ayant un cancer du sein métastatique, validé en situation adjuvante, comme vous le savez, validé aussi en situation néoadjuvante, en cas donc de grosse tumeur. En fait, je viens de vous le dire, il n'y a malheureusement pas toutes les patientes qui vont y répondre. Un certain nombre de résistances peuvent se développer ou existent donc de novo. Et
lorsqu'une patiente est traitée en situation adjuvante, là encore une fois, on ne peut pas guérir, on ne peut pas assurer donc une survie globale définitive à toutes les patientes. Il y en a certaines malgré tout qui vont récidiver. Et il nous fallait comprendre pourquoi. Et pour comprendre pourquoi, on a réussi à travailler sur les différents moyens donc de résistance, de ces modes de résistance de ces cellules. Et entre autres, on s'est dit, tiens, si on pouvait bloquer finalement ce récepteur à 2 endroits, en utilisant un autre anticorps qu'on appelle le pertuzumab ou Perjeta, on va peut-être pouvoir y arriver. Et on est arrivé en situation métastatique, et l'actualité de cette année, enfin en tout cas déjà de l'année dernière, mais encore plus de cette année, puisque maintenant on a une autorisation de mise sur le marché, sans remboursement, parce que ça c'est toujours le problème, c'est qu'il faut attendre un an et demi avant d'obtenir le remboursement, c'est que finalement aujourd'hui, ou encore plus demain, parce que Jean-Michel m'a demandé de parler de demain, demain peut-être qu'on n'utilisera plus le trastuzumab, donc seul, en situation adjuvante, mais avec l'autre anticorps qu'on appelle le pertuzumab, et c'est la fameuse étude Affinity qui a permis de le démontrer. Mais heureusement, puisque Jean-Michel le rappelait aussi, nous sommes dans le cadre d'une médecine personnalisée et sélective, cet anticorps ne va pas être utilisé en association avec le trastuzumab pour toutes les patientes, mais seulement pour les patientes ayant un cancer du sein surexprimant bien sûr HER2 qui est le point clé, mais seulement celles qui sont de mauvais pronostic au départ, et en particulier celles qui ont un envahissement donc ganglionnaire. Donc c'est l'AMM qui est tombé donc cette année, et pour l'instant nous sommes en attente du remboursement. Bien sûr, vous n'êtes pas sans savoir que ces médicaments coûtent cher, et de l'attente du remboursement, et spécifiquement justement pour cette population de patients. Mais là non plus ça ne suffit pas. On développe toujours des moyens pour essayer de contourner les fameuses résistances donc, de ces cellules cancéreuses. Et dans le domaine HER2, je ne pouvais pas donc ne pas vous parler de ce nouveau concept qui est fabuleux dans le monde de l'oncologie, moi que je trouve particulièrement fabuleux, qui en appelle l'anticorps monoclonal conjugué. Une partie est développée dans le cancer du sein. Aujourd'hui, ces anticorps monoclonaux conjugués, vous allez les voir dans d'autres cancers, dans d'autres pathologies, en particulier en hématologie. C'est quoi le principe ? Le principe, c'est ce que nous avons appelé un peu le principe du cheval de Troie, c'est-à-dire, encore une fois, dans le but de cibler les cellules cancéreuses, dans le but, justement, d'épargner au maximum les cellules saines. On va utiliser un anticorps qui va porter un produit de chimiothérapie considéré comme très cytotoxique, grâce à un linker, grâce à un link qui a été développé, donc, entre autres aux États-Unis. Et donc, un de ces premiers anticorps monoclonaux conjugués qui, là aussi, a apporté donc, un bénéfice certain chez les patients ayant un cancer du sein surexprimé HER2, c'est le fameux TDM1. Ce TDM1, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement du trastuzumab sur lequel on a mis une molécule qu'on appelle la M-tensine, qui est une molécule qu'a bien connue Marc Espier dans les années 60 et 70. C'était une molécule extrêmement cytotoxique qui a été retirée du marché. Moi, quand je suis arrivé chez Marc, je ne connaissais pas, il me l'a appris, et qui a été retiré du marché parce que très cytotoxique, et que là, on va réutiliser, bien sûr, à toute petite dose, si je puis dire, et qui va ainsi, grâce à HER2, rentrer en théorie spécifiquement dans la cellule cancéreuse et permettre de la détruire. Cet anticorps monoclonal conjugué, il faut le retenir. Aujourd'hui, donc, il est utilisé en situation métastatique. Il a une autorisation, donc, après, en particulier, justement, échec d'un traitement à base de trastuzumab, et nous attendons incessamment les résultats à San Antonio en situation donc adjuvante. On sait déjà un petit peu puisqu'il y a eu des effets de presse. Et donc cet anticorps, il est très important à retenir, comme je vous le disais, puisque maintenant il fait partie, bien sûr, des recommandations de prise en charge dans certaines situations chez des patientes ayant un cancer du sein, donc comme je vous le disais, en situation métastatique. Mais c'est surtout ce concept qui est très important, hein, le double effet qui se coule. Vous avez à la fois l'anticorps et la chimiothérapie pour détruire les cellules cancéreuses. Bien sûr, il y aura quelques effets secondaires au demeurant, mais en tout cas moindres que ceux que l'on avait avec l'AM-tensine dans les années 70. Si je prends maintenant les cancers du sein RH+, si je parle de chimiothérapie dans les cancers du sein RH+, je vais surtout parler d'hormonothérapie, et là, c'est le maître qui parlera tout à l'heure, justement des thérapies ciblées dans le domaine, donc, dans le domaine des cancers du sein dits hormonodépendants, avec une nouvelle voie qu'on appelle la voie de CDK4/6, qui intervient dans le cycle cellulaire, mais là je parle donc, bien entendu, au nom de Marc Espier, et c'est lui qui, bien entendu, donc, redéfinira tout à l'heure justement cette nouvelle voie, cette nouvelle thérapie ciblée. Alors, toujours dans le domaine, bien sûr, des thérapies ciblées et de l'avancée, je sais qu'une de vos préoccupations, c'est lorsque l'on découvre un cancer du sein dit triple négatif chez une patiente, car tout de suite, c'est bien entendu,
bien entendu, le mauvais pronostic, le côté péjoratif des cancers du sein extrêmement agressifs. D'abord, ça reste encore heureusement rare, 10-15% de l'ensemble de 15% globalement de l'ensemble des patientes ayant un cancer du sein. Et heureusement, lorsque l'on diagnostique à un temps très précoce, après chirurgie, où elles vont recevoir une chimiothérapie adjuvante, toutes ne récidivent pas. Et même si la période des 2 ans qui suit est une période effectivement un peu plus délicate. Alors aujourd'hui, les cancers du sein dits triple négatifs, il y a 3 voies. On reste sur la voie de la chimiothérapie en situation métastatique, avec là encore une fois des molécules que vous connaissez très bien, en particulier des molécules qu'on appelle des sels de platine, et chez certaines patientes ayant un cancer du sein triple négatif, dites mutées BRCA, on va probablement axer nos chimiothérapies justement à base de sels de platine. On a la voie, on va en parler dans quelques instants, justement par rapport aux patients dites mutées BRCA. Et puis, il y a la voie de l'immunothérapie. Alors, on parle beaucoup d'immunothérapie en ce moment, comme vous le savez, dans le monde de l'oncologie. Malheureusement, le cancer du sein, situation métastatique, n'a pas, pour l'instant, obtenu les résultats que nous avons obtenus, heureusement, en revanche, chez certains patients ayant un cancer du poumon ou du mélanome, donc très agressif, où là, l'immunothérapie, dans 20 à 25% des cas, a en effet révolutionné l'histoire de la maladie de ces cancers. Dans le domaine du cancer du sein, pour l'instant, ce sont les cancers du sein dits triple négatifs, qui font l'objet de nombreuses études, et comme le disait Jean-Michel, un certain nombre d'entre nous vont aller à l'ESMO, et à l'ESMO va être présenté les résultats de cette étude, donc, qui est la première étude en situation donc, métastatique première ligne, où on compare une chimiothérapie classique à base de paclitaxel, et auquel on va rajouter donc, un anticorps qu'on appelle un anticorps anti-PD-L1, et que l'on compare donc, au paclitaxel seul. Et c'est une étude de phase 3 randomisée, et nous espérons donc, bien entendu, cette étude puisse être positive dans un premier temps. Alors, en effet, pourquoi l'immunothérapie dans le cancer? Vous savez que c'est ce numéro spécial en 2013 et qui donc a marqué surtout le début des premiers résultats donc dans le domaine de l'oncologie, de l'utilisation de ces fameux anticorps. Et cette année, en plus, nous célébrons le prix Nobel de 2 personnes qui ont découvert tout simplement, en fait, quelques points clés. Et ces points clés, les voici, juste pour faire une petite aparté. En fait, l'immunité, on en parle depuis 30 ou 40 ans. Quand on était à l'école de médecine, des immunologistes déjà nous disaient, vous verrez, l'avenir c'est l'immunologie, l'avenir c'est donc l'étude du système immunitaire, et on doit passer par l'étude du système immunitaire pour arriver à contrôler la prolifération cancéreuse. Il n'avait pas tort. Il n'avait pas tort parce qu'aujourd'hui, en fait, si vous voulez, l'immunité c'est une question d'équilibre entre à la fois des récepteurs qui vont aller activer les cellules lymphocytaires, les cellules tueuses comme les lymphocytes ou les natural killers, et puis des récepteurs qui vont aller l'inhiber. Un parfait équilibre, et parmi ceux qui vont inhiber l'action de ces cellules immunitaires et de ces récepteurs, eh bien, ces 2 en particulier, les 2 premiers que vous voyez en rouge, donc sur votre droite ou sur votre gauche, je confonds toujours la droite et la gauche, c'est le fameux récepteur CTLA4 et PD-1. C'est pour ça qu'il y a eu 2 prix Nobel. Parce que les 2 prix Nobel ont découvert CTLA4 et PD-1. Ils ont surtout découvert qu'en fait, lorsque vous avez une cellule cancéreuse qui va donc se pointer devant une cellule lymphocytaire, en fait, la cellule lymphocytaire va être capable d'être totalement inhibée par la cellule cancéreuse via ses récepteurs et ses ligands. Vous voyez, avec un couple qui va se former, comme par exemple PD-1 sur la cellule effectrice immunitaire et PD-L1 sur la cellule cancéreuse. Et donc, il va y avoir une anergie immunitaire, et la cellule cancéreuse va tenir comme ça le lymphocyte et le bloquer. Et donc, on s'est dit, à ce moment-là, il suffit peut-être de développer des anticorps pour débloquer cette liaison entre ces 2 récepteurs et redonner l'énergie, et redonner l'activité cytotoxique du lymphocyte qui lui est, elle, intrinsèque. Et bien, c'est comme ça qu'on a développé donc l'immunothérapie, et en particulier des anticorps, soit dirigés contre PD-1 ou PD-1, soit dirigés contre PD-L1. Et dans le cancer du sein, c'est surtout des anticorps anti-PD-L1 comme l'atezolizumab, qui donc a marqué des premiers résultats avec le pembrolizumab il y a quelques années. On se souvient déjà d'une première présentation à San Antonio
donc sur une 25 de patients où il y avait déjà un petit signal. Et donc ce week-end va être présentée l'étude de phase 3, on l'espère, d'enregistrement de ces médicaments. Et spécifiquement, il a été démontré que ces récepteurs, ou en tout cas cette action PD-1 et PD-L1 est particulièrement justement importante dans les cancers du sein triple négatif, mais aussi d'ailleurs dans les cancers du sein surexprimant HER2. Alors ça n'avance plus. Voilà, alors ce qui est très important en plus, pour finir, c'est que ces récepteurs, vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai montré les récepteurs de la famille HER en lien étroit avec les récepteurs hormonaux, et bien en plus, maintenant, on le sait qu'ils sont aussi très liés aux récepteurs de l'immunité. Donc vous imaginez que, puisque je dois parler d'avenir, que si demain nous utilisons un anticorps, donc issu de l'immunothérapie, seul, aujourd'hui, demain, ça sera probablement en association avec soit une chimiothérapie, soit une thérapie ciblée, et c'est le cas aujourd'hui, effectivement, dans un certain nombre de cancers, et en particulier, on vient d'avoir une autorisation d'utilisation, mais sans remboursement toujours, avec effectivement des données extrêmement intéressantes d'utilisation de ces anticorps avec une chimiothérapie chez des patients ayant un cancer du poumon métastatique. Bien sûr, attention, warning, ces anticorps ne sont pas pour autant dénués d'effets secondaires. Il y a donc un certain nombre d'effets secondaires qu'on commence à bien connaître, et puis d'autres qui commencent à apparaître, et en particulier que ce soit au niveau de la peau, que ce soit au niveau du système endocrinien, que ce soit au niveau du foie, que ce soit au niveau du cœur. Et là, récemment, une publication même sur le plan rhumatologique, où il pourrait y avoir quelques effets latéraux à ce titre. Donc attention à l'utilisation de cette immunothérapie, et encore une fois, ce sera probablement certains types de cancers qui en bénéficieront. Chimiothérapie, ok, thérapie ciblée, on ne peut pas, aujourd'hui dans le domaine du cancer du sein, ne pas parler, bien entendu, des mutations BRCA et de thérapie ciblée chez des patientes ayant un cancer du sein muté. Il y aura probablement durant dans la journée des discussions justement sur le suivi de ces patientes. Mais aujourd'hui, vous le savez, les cancers du sein BRCA1 ou 2 ont un phénotype quelque part un peu plus agressif. BRCA, c'est plutôt la patiente jeune. Vous allez justement avoir plutôt des cancers du sein dits triple négatifs, vous voyez, plus agressifs avec des SBR3, des Ki67, donc des indices de prolifération élevés, parfois même des mutations de la P53, alors que BRCA2, ça sera plutôt des femmes jeunes avec un envahissement ganglionnaire un peu plus fréquent, mais un profil un peu meilleur, puisque ce sera plutôt des cancers du type luminal B. Et en fait, pour faire court, ce qu'on a remarqué, c'est que lorsqu'il y a une mutation BRCA, il peut y avoir surtout une activation d'une enzyme qu'on appelle PARC et de système enzymatique PARP, et qui va finalement intervenir dans ce qu'on appelle les phénomènes de réparation d'ADN, puisque je vous rappelle que BRCA, ce sont des gènes physiologiques qui marchent et qui justement permettent donc des réparations d'ADN correctes. Et donc, quand vous avez une voie de réparation de l'ADN qui est correcte, eh bien, la cellule, elle va pouvoir continuer son petit bonhomme de chemin et être normale. Mais il arrive parfois qu'il y ait un excès, finalement, de lésions, ou dans le cas d'une mutation, où ces fameuses PARP qui interviennent, finalement, vont créer beaucoup de lésions. Et quand ils vont créer beaucoup de lésions, soit ça va vers un processus malin, soit ça peut même entraîner la mort cellulaire. Mais on a surtout démontré que, finalement, en cas de mutation BRCA et donc liée à ces fameux PARP, on pouvait donc soit utiliser une chimiothérapie classique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, par exemple dans le cas des cancers du sein dits triple négatifs, comme les sels de platine, ou alors aller donc inhiber ces fameux PARP et permettre justement finalement de favoriser beaucoup de lésions, et quand il y a trop de lésions, la cellule, elle finit par mourir. Ces inhibiteurs de PARP, aujourd'hui, ont été développés dans le cas du cancer de l'ovaire, mais aussi, donc récemment, nous avons démontré qu'il y avait un intérêt probablement à les utiliser chez des patientes ayant un cancer du sein, et en l'occurrence chez des patientes ayant une mutation justement de BRCA, et ce, quel que soit le statut des récepteurs hormonaux. Alors une étude Princeps, mais il y en a d'autres,
qui a donc comparé ces inhibiteurs de PARP. Ce sont des comprimés, et un des premiers à être développé, c'est l'olaparib, sous forme donc, de 300 mg, sous forme de comprimés 2 fois par jour, et qui a donc été comparé à des traitements de chimiothérapie standard. Nous sommes après échec de chimiothérapie à base d'anthracycline et de taxane. Donc vous voyez qu'on est déjà dans des deuxième, troisième lignes de traitement, mais des patientes qui vont bien. On peut leur proposer dans ces cas-là du lacapecitabine, de l'exoloda ou l'éribuline ou de la vinorelbine. Ça, c'est la chimiothérapie classique. Vous voyez qu'elle n'a pas changé beaucoup depuis toutes ces dernières années. Et on va la comparer à une monothérapie, un inhibiteur de PARP. Et là, l'objectif étant la survie sans progression, l'objectif est atteint. L'objectif est atteint, donc publication bien entendu Princeps, et là on augmente de manière significative la survie sans progression, donc on décale cette progression de manière assez importante, puisque vous voyez qu'on passe de 4 mois à 7 mois, donc pratiquement on la double, sans pour autant qu'il y ait d'atteinte, sans pour autant qu'il y ait d'impact, je ne sais pas comment on revient en arrière, non, c'est pas grave. Sans pour autant qu'il y ait d'impact sur la survie globale. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en plus d'autres inhibiteurs de PARP, comme ici présenté, la talazoparib, on obtient la même chose pour des patientes ayant un cancer du sein équivalent, avec cette augmentation de la survie donc, sans progression, vous voyez qu'il passe de 5,6 donc à presque 7, et de manière significative, mais là encore une fois, sans qu'il y ait, c'est vrai, d'impact sur la survie globale. Donc, là encore une fois, une AMM, pas de remboursement, probablement que ce traitement sera un standard dans quelques temps chez des patientes ayant un cancer du sein muté en situation métastatique après échec des traitements standards. Il y a un développement qui est manifeste à poursuivre avec ces inhibiteurs de PARP. Attention, ils ne sont pas tous les mêmes, puisque vous pouvez imaginer qu'il y en a plein d'autres effectivement qui arrivent. Mais aujourd'hui, vous voyez que leur positionnement par rapport aux chimiothérapies standards reste encore donc à préciser. Là aussi, il y a quand même quelques effets secondaires comme la fatigue ou quelques effets secondaires cutanés, mais aussi l'avenir, puisque Jean-Michel m'a demandé de parler d'avenir. Sachez qu'aujourd'hui, on a déjà avancé, puisque ces inhibiteurs de PARP sont utilisés avec l'immunothérapie, car on a en fait démontré qu'il y a un lien étroit entre les récepteurs dont je vous ai parlé tout à l'heure, PD-1, PD-L1 et PARP, et qu'il y a des synergies d'action lorsque vous utilisez un inhibiteur de PARP avec un anticorps anti-PD-1, par exemple, comme le pembrolizumab, avec un inhibiteur de PARP qui fait l'objet aujourd'hui d'études. Dans certains, les résultats sont attendus pour l'ESMO et San Antonio. Donc vous voyez que déjà, on est passé à une vitesse donc, supérieure. Alors, aujourd'hui, mais encore plus demain, quelle est la place de ces inhibiteurs de PARP dans le futur? Suzette Delaloge nous a présenté un petit peu son point de vue, qui est aujourd'hui est pas mal référencé. Vous voyez qu'on en reparlera tout à l'heure probablement avec Marc, c'est que ces inhibiteurs de PARP vont pouvoir finalement peut-être se positionner lorsque justement il y aura un échec de la chimiothérapie, mais aussi de l'hormonothérapie, puisque je vous rappelle qu'ils sont aujourd'hui utilisés ou proposés chez des patientes, sous réserve bien sûr du remboursement, chez des patientes ayant un cancer du sein muté, quel que soit le statut des récepteurs hormonaux. Alors l'avenir dans le domaine de l'oncologie, c'est aussi l'avenir dans le domaine du cancer du sein, c'est peut-être ça. C'est-à-dire, ça c'est une diapositive issue aujourd'hui de ce que nous connaissons du séquençage génomique des patients ayant un cancer du poumon. Dans le cas du cancer du poumon, je peux vous dire qu'on a fait des progrès extraordinaires depuis ces 10-15 dernières années. Ces progrès, ils étaient nécessaires, comme vous le savez, et en fait, ils sont partis justement de l'étude de ces mutations, de l'étude de la génomique, pour arriver à un développement extraordinaire de thérapies ciblées. En plus, ils sont encore même de la définition même, justement, de la médecine personnalisée. On va avoir 5% de patients, par exemple, avec un réarrangement ALK pour lequel on va donner un traitement qui va donc pouvoir prolonger de manière extrêmement significative les survies. Et puis, le poumon, c'est l'immunothérapie. Et donc, on espère peut-être qu'un jour, on arrivera à cette médecine, vous voyez, prédictive et personnalisée, que Pascal Pujol connaît bien, peut-être aussi dans de nombreux types de cancers, et en l'occurrence le cancer du sein, avec ces différentes voies et ces différentes mutations dont je vous ai parlé. Il y a bien entendu ces études aussi qui ont été publiées, et certaines sont encore en cours, sur justement la définition même du traitement en fonction de ce qu'on appelle du screening moléculaire.
un screening moléculaire initial au départ, mais aussi qui peut donc s'adapter au fur et à mesure du temps, avec la nécessité de biopsier les patientes au cours de leur maladie, puisqu'il peut y avoir des modifications de ces mutations génomiques au cours du temps, et adapter les traitements donc, à ces mutations qui pourraient apparaître donc, au fur et à mesure. Ce sont ces fameuses donc, stratégies comme Moscato sur un plan plus général, ou les études Saphir qui ont été publiées par Fabrice André, ou Saphir 2 actuellement. Et c'est peut-être là aussi l'étude du séquençage génomique avec les réserves pour lesquelles aujourd'hui nous prétendons encore un certain point, puisque c'est pas si évident que ça, parce que vous pouvez très bien découvrir une mutation et ne pas avoir le traitement derrière, et donc entraîner une certaine frustration. C'est pour ça que, là encore une fois, bien sûr, il y a un espoir, mais quelques critiques. L'avenir, c'est quoi? C'est peut-être ça. C'est peut-être plus de biopsie. Je ne dis pas plus de chirurgien, hein, attention, parce que sinon je vais me faire tuer. Mais je dis peut-être plus de biopsie, et... je vais reprendre le micro. Et donc, peut-être en effet un diagnostic qui sera fait à partir d'une simple prise de sang. Alors là, c'est l'Institut Curie qui a énormément travaillé avec Jean-Yves Pierregard donc, et son équipe, et François Clément Bidard, qui présente en plénière dimanche un résultat donc aussi très important et très intéressant. C'est l'analyse des cellules tumorales circulantes ou de l'ADN circulant, et qui là aussi en fait met en exergue ce que vous savez depuis quelque temps et qui pose un problème pour nous, c'est-à-dire l'hétérogénéité tumorale. Vous savez que le cancer n'est plus monoclonal. Le cancer, c'est au sein même de la tumeur primitive plusieurs cellules qui ne se ressemblent pas ou qui ne se ressemblent plus. Donc il y a déjà une hétérogénéité intratumorale, et en plus il y a une hétérogénéité au niveau périphérique, puisque des métastases peuvent ne pas être donc équivalentes entre elles alors qu'elles sont issues de la même tumeur mère. Et en plus, aujourd'hui, l'environnement aussi peut être différent, et ça c'est l'autre domaine qui m'est cher, qui est l'hétérogénéité micro-environnementale par rapport à l'immunité, ce qui explique que vous ayez souvent, dans un certain nombre de cas, en tout cas, des réponses dites dissociées, et il faut expliquer aux patients pourquoi il y a des réponses dissociées sous traitement. Alors, si vous voulez en savoir plus aujourd'hui sur la prise en charge d'une patiente ayant un cancer du sein, nous avons en France, bien sûr, de très belles recommandations, entre autres celle de Saint-Paul, et puis écrites par des experts comme Éric Charles-Antoine ou Marc Espier. Vous avez aussi une des écoles, ou je dirais sociétés savantes aujourd'hui, issues de l'ESMO, la BC4, qui vient d'être publiée donc, dans Annals of Oncology par Fadima Cartozo. Et en fait, justement, dans les prochaines années, il va falloir, pour moi, il y a peut-être 10 commandements, mais le premier commandement, c'est d'abord la prévention et de maintenir la prévention et le dépistage. Le premier, bien entendu, pour permettre des diagnostics précoces. Le premier, c'est de mieux connaître peut-être justement cette fameuse cellule cancéreuse et l'adapter donc en termes sur le plan génomique, mutationnel, et adapter les traitements pour pouvoir permettre de mieux cibler les patients, et peut-être, vous allez voir dans quelques instants, éviter certaines chimiothérapies, donc chez un certain nombre de nos patientes. Et puis, bien entendu, en situation métastatique, c'est de promulguer le meilleur traitement tout en préservant aussi la meilleure qualité de vie, parce que ça, on sait que c'est important, et de permettre donc à nos patientes de continuer à vivre normalement, et puis des décisions qui doivent être donc avant tout partagées donc avec elles, et en particulier dans des situations souvent un peu plus difficiles.